Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons éducation avec cet appel à la mobilisation mardi prochain contre les rythmes scolaires. Un appel lancé par une organisation de parents d'élèves et soutenu par l'intersyndicale. Les explications juste après les titres de votre JTM. L'intersyndicale de Mayotte appelle l'ensemble de la population à faire grève à partir du 28 novembre. Objectif, réclamer un service public d'éducation de qualité et des rythmes scolaires en adéquation avec les particularités du territoire. Les syndicats emboîtent ainsi le pas de l'UDCSFM à l'origine de ce mouvement. Explication. Hier, au large de Petite Terre, non loin de la piste d'aéroport, certains ont pu apercevoir l'association de secours national et de secours en mer et les pompiers de l'aéroport à l'œuvre. En effet, une simulation de crash aérien a eu lieu en fin d'après-midi. Objectif, être prêt en cas de catastrophe aérienne. Reportage. Pour la deuxième fois consécutive en 15 jours seulement, le paquebot MS Boudica accostera à Mayotte ce samedi. Avec à son bord près de 1050 passagers, les retombées économiques sont prometteuses. Focus sur le développement de la filière touristique croisière à la fin de votre journal. En éducation, début de semaine, l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte a appelé à la mobilisation pour dire non au rythme scolaire. Une manifestation est prévue à cet effet le 28 novembre prochain devant le vice-rectorat. Un mouvement qui devrait rassembler large puisque l'intersyndicale de Mayotte appelle également à la mobilisation de l'ensemble des parents d'élèves pour que cette revendication soit exigée. Et par ailleurs, un système éducatif de qualité est exigé également. Bastien Sabouré, Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les rythmes scolaires continuent de faire la une de l'actualité. Si les organisations de parents d'élèves se soulevaient jusqu'alors de façon isolée, désormais les syndicats ont décidé de s'en mêler. Pour Force ouvrière, l'ensemble de la population est concerné par ce dispositif. Pour nous, ça constitue vraiment un problème parce que les mairies n'ont pas les moyens pour assurer ces rythmes scolaires. Il n'y a pas tous les outils, les infrastructures nécessaires pour assurer correctement ce service-là. Donc c'est pourquoi nous sommes indignés face à cette situation un peu désespérée. Donc nous souhaitons que le gouvernement revienne sur cette position-là et qu'on revienne à l'ancien système et qu'on puisse revoir les choses très clairement. Soit on a les moyens, on le fait, soit on n'a pas les moyens, on ne fait pas. Pour le SNUPP, il est clair que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Depuis 2014, le syndicat se bat pour un retour aux 5 heures d'affilée, 5 jours sur 7. La pause méridienne, en fait, ce n'est pas une pause à Mayotte, puisqu'on récupère des enfants fatigués ou surexcités. En tout état de cause, les après-midi, quand on accueille les élèves en classe, eh ben, il n'y a pas d'enseignement de fait, il y a juste de la garderie. Et c'est ce que dénoncent les enseignants depuis le début de ces rythmes scolaires. Aujourd'hui, on a fait, au mois de mai, une enquête. Les collègues, à 80%, souhaitent un retour à un dispositif, on va dire, moins pire, c'est-à-dire les 5 heures d'affilée du lundi au vendredi. Les syndicats sont unanimes sur la question et réclament un service public d'éducation de qualité. Elan Zizamidou n'hésite d'ailleurs pas à rapprocher ces problèmes dans l'éducation avec ceux des salariés. Je suis complètement indigné face à cette situation. Parce que, par exemple, pour l'installation du Code du travail, on nous dit que nous n'avons pas encore les moyens ou l'environnement nécessaire pour la mise en place du Conseil de prud'homme. Donc ça a été reporté à 2022. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne reporte pas à 2022 les rythmes scolaires et qu'on laisse un peu tranquille les Maorés, parce que quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas. On met n'importe quoi en place. Voilà. Donc aujourd'hui, nous dénonçons la politique du n'importe quoi. On veut la vraie politique, c'est d'avoir des services publics de l'éducation nationale de qualité. On ne veut pas du nombre, on veut de la qualité aujourd'hui.
A noter que tous les signataires du préavis de grève doivent se réunir demain afin notamment de décider des actions qui seront menées à compter du 28 novembre prochain. Éducation toujours, où la violence vient de faire une nouvelle victime au sein d'une zone scolaire à Mtsangadoua, où un élève originaire du nord de l'île a violemment été agressé à l'intérieur du lycée de la Cité du Nord. Un lycéen transporté aux urgences. Face à ce nouveau fléau, le personnel et la direction de l'établissement ont décidé de suspendre les cours ce vendredi. À suivre, eux justement luttent contre la violence, ce sont nos invités. Et place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Daniel Abdallah et Christine Raha Rijaona, de l'association Mouvement pour une alternative non violente. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, votre sentiment tout d'abord après cette dernière nouvelle avec cet élève agressé au lycée du Nord? Tout d'abord, nous nous associons aux familles, aux proches par rapport à cet événement tragique que nous déplorons encore une fois, puisque c'est une situation qui est anormale. Ça mérite d'être vraiment traité de toute urgence. Alors justement, vous, comment expliquer ce phénomène, vous qui, des associations comme la vôtre, menez des nombreuses actions justement pour lutter contre ce phénomène, comment expliquer cela soit difficile à éradiquer? C'est difficile à éradiquer parce que tout d'abord, nous sommes en pleine mutation sociale. Il y a des crises identitaires, il y a des manques de moyens, il y a peut-être aussi un problème de communication. Donc c'est tout ça à la fois, un mal-être de la part de la jeunesse. C'est tout un ensemble qui peut contribuer à une recrudescence ou à une situation de violence. Daniel Abdallah, comment les accompagner dans ces cas? Moi, je trouve que pour les accompagner, il faut que les associations se bougent et puis voilà, qu'on essaye de trouver une solution ensemble. Parce que bon, on voit que plus le temps passe, plus le chiffre de la délinquance augmente. Justement, pour votre association, c'était l'heure du bilan aujourd'hui. Que tirez-vous justement de cette année? Que tirez-vous comme conséquence cette année? Qu'on a énormément travaillé et qu'on continuera à beaucoup travailler. Et à ce titre, on fait appel à toute bonne volonté qui se sentent concernés par ce phénomène de venir nous rejoindre. Parce qu'on est 18, on n'est pas assez nombreux. Bénévoles, on parle bien de bénévoles. Bénévoles, donc 4 services civiques, et on remercie le DGSCS de nous avoir mis à disposition ces 4 jeunes qu'on accompagne et qu'on forme et qui nous aident également pour mettre en place des actions de prévention, de traitement et d'accompagnement par rapport à la violence, justement. Lutter contre la violence, c'est votre engagement, un engagement fort. Qu'est-ce que cela demande au quotidien? Ça demande de la pugnacité, d'être convaincu, parce que c'est un engagement, c'est une philosophie, la non-violence. C'est une philosophie pour lutter contre toute forme de violence, que lorsqu'on traite des conflits ou des tensions, on n'a pas besoin de recourir à la violence. Il y a d'autres moyens et nous avons ce savoir-faire. C'est pourquoi on met en place des ateliers de résolution de tensions, de conflits, des ateliers de médiation, des ateliers de prévention, aussi éducatifs, pour apprendre le vivre ensemble, la tolérance, le respect. C'est par cela que passe justement une alternative non violente? Il y a de ça, mais pas que de ça. Il y a aussi une question de responsabilisation de chaque citoyen. Ça passe par l'éducation de manière générale, ça passe par la coopération, ça passe aussi par une prise de conscience. C'est super important, la prise de conscience. C'est un engagement de tout à chacun. C'est pas que nous, c'est tout le monde qui doit être concerné. Et comment ça se passe, Daniel Abdallah, de votre côté? C'est la même chose. C'est la même chose, c'est difficile d'accompagner, mais ça demande beaucoup de pugnacité. Voilà, exactement. Alors, Christine Rijoana, votre organisation fait également partie des lauréats du prix Nobel de la paix. Cette année, racontez-nous un peu. Alors, en fait, le MAN est un membre actif de International Campaign to Abolish Nuclear, c'est-à-dire que c'est un rassemblement d'organisations et d'associations qui sont présentes dans plus de 100 pays, et on a réussi à faire signer un traité
pour l'éradication de l'arme nucléaire dans 122 pays. Malheureusement, les 9 pays les plus puissants n'ont pas souhaité, mais tout au moins, c'est quand même un symbole fort puisque ce traité a été ratifié par l'ONU et nous avons été très honorés d'avoir ce prix Nobel. Très bien. Daniel Abdallah, quelle philosophie, quel message souhaitez-vous transmettre justement pour lutter contre la violence? Ben, le message que je passe, hein, que je souhaite, ben, je pense pour lutter contre la violence, déjà, il faut qu'on crée des emplois déjà. Voilà. Il faut aussi qu'on crée des centres, je sais pas, des centres pour que les jeunes se détendent un peu. Parce qu'on voit que on manque beaucoup, on manque des centres à Mayotte. Et puis, faire plus d'activités, quoi, pour les jeunes, moi, je trouve, parce que là, je trouve qu'il y a des jeunes qui sont dans la rue et puis qui n'ont rien à faire. Du coup, je pense, voilà, pour lutter contre la violence, il faut mener ces actions, quoi. Aujourd'hui, combien de jeunes accompagnez-vous? Aujourd'hui, on a, je ne peux pas te dire le chiffre exact, mais nous avons pas mal de jeunes. Très bien. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer justement pour dire stop à la violence? Oh, le message, je vous laisse. Bah, en fait, c'est que la violence génère la violence engendre la violence, et nous sommes là pour œuvrer dans une société de liberté et de paix. On serait beaucoup plus heureux dans une société de paix et de liberté que dans une société de violence. Dernière question, quelles seront les perspectives pour les jours à venir, comme on dit, les années à venir? Alors nous avons des tas de projets, donc en fait, en plus de l'éducation à la parentalité, de la prévention de la radicalisation, de l'atelier Vivre Ensemble, on a commencé le maraudage non-violence et environnement dans les quartiers, et notamment dans les quartiers défavorisés, pour donc véhiculer cette philosophie de la non-violence, pour être à l'écoute de la population, et puis aussi pour faire de l'éducation à la prévention de l'environnement. On a des projets également en matière d'atelier slam à la non-violence, puisque donc j'ai emmené Daniel avec moi, puisque c'est notre artiste. Oui. Donc c'est lui qui va animer cet atelier slam à destination spécifiquement des jeunes et des enfants, des préadolescents bien sûr. Et actuellement, nous venons d'inaugurer notre site internet qui est 2octobre.org. C'est une plateforme sous forme de Facebook qu'on met à disposition des associations qui n'ont pas les moyens de se payer un site internet. Daniel Voilà. Abdallah, vous voulez terminer par un mot? Oui, alors moi je voulais inviter à tout le monde nous rejoindre, hein, parce que voilà, on a besoin de bénévoles pour changer le monde, pour changer Mayotte, voilà, pour lutter contre tout. Donc on demande à tous les bénévoles de nous rejoindre, sachant que nos déplacements, on prend en charge les déplacements et le repas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et bon, le dernier message c'est ça. On a besoin de bénévoles et puis des gens qui viennent avec nous pour ce combat. Le message est passé, on sera bien évidemment à vos côtés, justement pour mener ces actions contre la violence. Christine Rahara Jehoana, Daniel Abdallah pour l'association Mouvement pour une alternative non violente. Merci d'être passé Merci à par cette vous. dîner. Merci Crazy, merci Sony. L'histoire à présent d'un homme victime d'un licenciement abusif. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, un agent de la mairie de Mamoudzou nous faisait part de son témoignage. Licencié lors d'une précédente mandature en 2013, il avait porté l'affaire en justice. Cette dernière l'a depuis donné raison et a demandé sa réintégration immédiate. Sauf qu'aujourd'hui, ce responsable des services d'information et télécom n'a toujours pas repris ses fonctions. Sans emploi et ressources depuis des années, l'informaticien peine à comprendre cette situation. Il a décidé depuis de déposer une plainte contre son employeur, le maire de Mamoudzou. Les explications dans ce reportage réalisé avec Leslie Vimenet. Pour Sirajidine Hussein, c'est sans aucun doute le combat de sa vie. Victime d'un licenciement abusif, cet agent de la mairie de Mamoudzou attend toujours un signe de son employeur, sommé de le réintégrer à son poste. Déçu, parce que cela fait à peu près 4 ans que j'ai obtenu une satisfaction auprès de la justice et que jusqu'à aujourd'hui,
le maire use de toutes les stratégies possibles et imaginables pour faire échec à l'exécution de cette décision. Un silence de l'actuel maire dont a encore du mal à comprendre cet informaticien. J'ai eu un différend avec l'ancien maire, pas avec le nouveau. Avec le nouveau, on est censé être en bon terme. Aujourd'hui, la façon dont il agit, il est inexplicable. On ne peut pas expliquer ça. Sans emploi et sans ressources depuis 4 années, ce père divorcé de 3 enfants arrive difficilement à joindre les deux bouts, mais il peut tout de même compter sur le soutien de ses proches. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient sans faille et que leur soutien il est indéfectible. J'ai la chance d'avoir un frère qui est dans l'armée, qui gagne bien sa vie, qui s'occupe bien de mes enfants qui sont à Métropole, parce que mon frère il habite à Métropole, pas loin de mes enfants, donc il s'en occupe bien. J'ai ma soeur qui est professeure des écoles, qui gagne bien sa vie, elle n'a pas encore d'enfants, donc ça ne lui dérange pas d'aider les miennes. J'ai 3 filles quand même, et de temps en temps, il m'aide à payer mes factures. Sirajidine Hussein a depuis déposé plainte contre le premier magistrat de la commune pour abus de pouvoir. Contacté, la communication de la mairie du chef-lieu confirme que la décision de justice sera bien respectée. L'agent sera réintégré en fonction de la décision de justice, mais je n'ai pas d'autres éléments à transmettre. Aucune date n'a été communiquée quant à sa réintégration. Dans l'espoir de retrouver ses fonctions, Sirajidine Hussein a demandé une procédure juridictionnelle pour prescription d'astreinte, des frais qui pourraient s'élever pour la première commune de l'île à 150 € la journée non travaillée pour ce responsable des systèmes d'information et télécom. Le maire de Mamoudzou, dont les bureaux ont été investis dans la matinée par la section de recherche de Pamandzi. Une perquisition menée avec et à la demande du procureur de la République après l'ouverture d'une enquête sur l'attribution d'un marché public. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Quelles sont les dernières informations concernant cette affaire ? Oui, dernières informations. Écoutez, effectivement, j'ai pu joindre le procureur de la République qui m'a confirmé à la fois la perquisition, bien entendu, qui a eu lieu ce matin dans les bureaux, notamment du maire de Mamoudzou. Et il m'a aussi confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un marché public. Maintenant, il n'a pas voulu rentrer dans le détail, on le comprend, il y a une instruction qui est en cours, il y a une enquête, donc effectivement, c'est pas nouveau, cette enquête. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a aussi nos informations de notre côté. Ces informations, elles font état d'un marché public, effectivement, le marché public de la mairie annexe de Mamoudzou à Kaweni. Il va y avoir la construction d'une nouvelle mairie annexe, comme il peut y avoir, on pense notamment à Passamenti, voilà, donc il va y avoir une à Kaweni, et il y a forcément donc des travaux, un projet, et donc il y a un problème qui a été relevé par rapport aux acomptes. Lorsque vous passez un marché, et il y a une entreprise qui est choisie pour ce marché, elle a le droit à 5% d'acompte dans un premier temps. Ça, c'est les informations qu'on a d'une source très très proche. 5%, et ensuite, il y a d'autres acomptes qui peuvent être versés, notamment un acompte de 30% en fonction de l'avancement des travaux. Or, le procureur de la République serait allé sur place et il a vu qu'il n'y avait pas d'avancement, mais de l'argent public aurait été versé. Ces 30% auraient notamment fait l'objet d'un procès verbal, justement faisant état de travaux suffisamment avancés pour verser cet argent. Or, ce n'est pas le cas, donc il pourrait y avoir notamment des faux qui ont été réalisés par le chargé de projet. Donc voilà, il y a toute une grosse affaire qui est en cours. Et puis aussi dire quelque chose, Sony, c'est qu'on est au lendemain de la condamnation de Moulay Soufmadi. J'ai pu parler un peu avec le procureur de la République sur justement, on s'en souvient, hier il expliquait, il y a aussi des voyous en cravate qu'il faut, une délinquance comme ça qu'il faut sanctionner. En tout cas, lui, il a pour mission, donc il n'a pas voulu s'étendre sur le sujet en disant que toutes les affaires lui tenaient à cœur, bien entendu, quelles qu'elles soient, mais qu'effectivement, on n'est pas dans une chasse, mais en tout cas, il y a aussi de la délinquance en costard-cravate. En col blanc, comme on dit. Et en col blanc, comme on dit, effectivement. Et c'est important aussi de la sanctionner, que la justice se penche sur ces affaires. On ne va pas trop s'avancer sur l'affaire, on en sait encore trop peu, mais effectivement, il risque d'y avoir des têtes qui tombent du côté de la mairie de Mamoudzou. L'enquête suit son cours. Merci Pierre pour ces précisions.
Comment réagir en cas de crash aérien? Un scénario à ne pas espérer pour notre île, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et certains s'y préparent à l'image de la Société nationale de sauvetage en mer. Direction la Petite Terre où mercredi dernier, l'association composée de bénévoles a réalisé un crash test. Un exercice dont l'objectif est de pouvoir se former, mais également affronter l'éventualité d'une catastrophe aérienne. Bastien Sabouret. Crash d'un B737 en Golfe 11 avec combien de passagers? 135 passagers à bord. 135 passagers, ok, on déclenche l'alerte, à tout à l'heure. On est parti, à tout à l'heure. Un premier appel d'alerte, le message est immédiatement transmis. Oui Amou, bonjour, écoute, c'est une alerte pour un crash aérien, donc alerte immédiate, à tout à l'heure. Ceci n'est qu'un exercice. En cas de catastrophe aérienne, la SNSM se prépare régulièrement à intervenir. Sur l'île au Lagon, un crash aérien a les plus grandes chances de se produire en mer. Pour cet entraînement trimestriel, un invité. Il s'agit de M. Issa Abdou, venu se rendre compte de ses propres yeux de la disponibilité et du courage dont font preuve les membres de l'association. C'est vrai que souvent ça reste de la théorie pour nous. Et donc j'ai voulu voir ça, on a voulu voir ça dans les conditions du réel. Et voilà, je saurai concrètement de quoi il parle la prochaine fois. L'alerte est lancée, tout le monde est arrivé au ponton. Le bateau doit être armé et prêt à partir le plus rapidement possible. Le coordinateur des moyens va mettre en œuvre tous les autres équipiers. On a 15 minutes pour se préparer. C'est parti, première étape, rallier la zone de Balou. La SNSM doit récupérer les canaux préparés en parallèle par les pompiers. Comme actuellement, nous ne disposons pas de vecteurs nautiques, eh bien, nous avons passé une convention en 2016 avec la SNSM pour qu'ils prennent en charge nos radeaux, alors que nous avons 8 radeaux de sauvetage à mettre en œuvre en cas de crash d'un avion de taille Boeing 787. 8 canaux de survie sont disponibles. Chaque canot a une capacité d'accueil de 30 personnes. 240 passagers pourront être évacués en cas de crash d'avion en mer. Une capacité d'accueil suffisante, sachant qu'avec les toboggans, les passagers restés à bord seront en sécurité. En revanche, pour l'entraînement, aucun canot ne sera réellement déployé. C'est un exercice avec du matériel officiel. C'est du matériel, d'abord ça coûte très cher une fois qu'il est ouvert, parce que quand on va le mettre à l'eau il va s'ouvrir et après c'est terminé, il n'est pas récupérable. Donc le but de l'exercice c'est la simulation, c'est-à-dire l'objet c'est d'arriver sur la zone et de larguer le nombre de canaux nécessaires par rapport aux blessés qu'il y a. Deuxième étape, se rendre sur la zone de crash. Cette dernière se trouve en G11. En convention avec l'aéroport, la SNSM est autorisée à s'y rendre pour optimiser la vitesse de son intervention. Voilà, ça c'est la zone de compétence des pompiers de l'aéroport en matière de secours maritime en cas de crash d'un avion qui viendrait à amérir dans la zone intérieure du lagon et dans les 1200 mètres qui suivent le seuil de piste. Après s'être rendu sur secteur, la navette de la SNSM rentre au port, sa mission effectuée. L'association est composée de bénévoles. Tous se rendent disponibles pour participer à ces entraînements et rester opérationnels en cas de catastrophe. Un acte altruiste qui n'a pas manqué de toucher l'invité du jour. Ça s'est bien passé. Ils m'ont pas jeté à l'eau et puis voilà. Donc non, ça s'est très bien passé. On a eu un petit peu peur par moment. Je pensais qu'il y avait la carcasse de l'avion là-bas. Non, c'était pas ça. Mais en tout cas, c'était un vrai exercice. On voyait bien que voilà, c'était important. Vous aurez désormais un allié, on va dire ça comme ça, pour plaider votre cause parce que c'est important ce que vous faites. Relever les points pour arriver à la zone. Ça c'est dur. Surtout, ouais. C'est pas dur. Mais il faut apprendre à le faire. Quoi. Voilà. Aujourd'hui c'était très simple, c'est surtout un repérage des lieux. Vous voyez là, ils sont en train de remonter le matériel, c'est un peu compliqué. Pour le débarquer, c'est pareil, ça peut être un peu délicat, c'est du gros matos, ça peut être lourd, on peut se blesser rien qu'en embarquant le matériel, donc voilà, il faut savoir le faire, l'avoir fait au moins une fois, et comme ça le jour où il y a un souci, on est pareil. Mais bon, dans l'idéal, il faudrait qu'il n'y ait jamais de problème. Aujourd'hui, la journée s'est effectuée sans réelle pression. Les conditions climatiques, la marée ou encore la nuit sont des critères à également prendre en compte en cas de catastrophe. Si un tel malheur devait arriver, il est rassurant de savoir que des hommes et des femmes veillent dans l'ombre
à notre sécurité. 19h25 sur Cozy TV. Merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale. Dans les brèves, Pierre Bellucci, Leslie Vimenet. Hier, les autorités compétentes se sont réunies afin de faire le point sur les ressources en eau et sur l'avancée des travaux dans le cadre du plan d'urgence. Selon la préfecture, le taux de remplissage de la retenue de Tsoumoni est aujourd'hui de 20%. La retenue collinaire de Combani se situe quant à elle à 33%. Si la situation reste fragile, le préfet souhaite rassurer la population et notamment les habitants du département qui ont subi ces dernières semaines des coupures d'eau, puisque celles-ci seraient exclusivement dues à des incidents sur le réseau. Concernant l'avancée des travaux du plan d'urgence initié par le ministère des Outre-mer en février dernier, 4 nouveaux forages ont été mis en service. Un pompage est effectué de la rivière Bouyouni vers la retenue de Tsoumoni, tandis que l'augmentation de la capacité de l'usine de dessalement de Petite Terre se poursuit. L'ensemble des mesures d'urgence de court et moyen terme doivent permettre un gain annuel de 20% de production d'eau. La Commission européenne vient de publier une nouvelle communication sur les régions ultrapériphériques. Présentée en marge de la conférence des présidents des RUP qui s'est déroulée en Guyane du 26 au 27 octobre 2017, elle renforce le partenariat entre l'Union européenne, les États membres et les RUP. Elle apporte plusieurs avancées concrètes telles que l'autorisation des aides d'État pour l'acquisition des navires de pêche, le dispositif Erasmus+, jeune entrepreneur éligible dans les pays tiers de notre zone géographique, le développement de l'économie circulaire avec la possibilité de traiter les déchets dans son propre bassin géographique, ou encore l'introduction des thématiques de vulnérabilité et du changement climatique. Autant de dispositions qui concernent pleinement Mayotte et qui prennent en compte certaines orientations du mémorandum RUP remis au président Juncker en marge du forum RUP de mars 2017. La feuille de route franco-comorienne est reportée à une date ultérieure, mais les deux gouvernements tentent toujours de trouver des solutions de coopération. À ce titre, le ministre de l'Intérieur comorien Mohamed Daoudou et le directeur général de la sécurité nationale comorienne ont été reçus mardi dernier par le ministre de l'Intérieur français Gérard Collomb. Les deux ministres ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, notamment la sécurité intérieure des deux pays, la lutte contre le terrorisme et les trafics d'êtres humains, ainsi que la coopération sécuritaire entre les deux nations. Selon le ministère comorien, Gérard Collomb a exprimé sa disponibilité à accompagner l'Union des Comores en matière de sécurité intérieure, de renforcement des capacités, mais aussi de formation des personnels agissant dans le domaine. Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays pour faire face aux grands défis du moment. Un petit tour en croisière pour clôturer votre journal. Pour la deuxième fois consécutive, en 15 jours, le paquebot MC Boudica, compagnie norvégienne, accostera à Mayotte ce samedi avec à son bord près de 1050 passagers. Tout ce monde fera escale sur l'île durant une journée. L'occasion pour les professionnels du secteur de faire le point sur l'intérêt du développement de cette filière touristique et de ses retombées économiques pour le territoire. Le point dans ce reportage d'Adèle Laurent. Alors que le 11 novembre dernier, ils étaient 1057 à faire escale à Mayotte, ce samedi, ils seront 1047 à poser le pied sur le département. Parmi eux, des croisiéristes excursionnistes qui ont préparé leur journée à l'avance avec la compagnie de paquebot, mais aussi des indécis. Ce sont eux que le comité du tourisme veut convaincre. Ceux qui sont indécis, qui ne savent pas si réellement ils veulent découvrir la destination ou pas. Donc nous, de notre côté, on essaie de tout mettre en œuvre, comme je l'ai expliqué, à travers un dispositif bien rodé depuis 2010. Ça consiste à faire en sorte à ce qu'il y ait des présences des taxis homologués, taxis touristiques. Et ça nous permet également de mettre en place des animations comme les expositions, ventes artisanales, etc. etc. Ça nous permet également de sensibiliser les restaurateurs, en tout cas ceux qui sont dans les environs. Et tout cela, ça contribue à l'économie de l'île. Si à court terme, l'objectif est évidemment de faire consommer ces touristes d'un jour, à long terme, le comité du tourisme et le club croisière souhaitent fidéliser cette compagnie de paquebots et en séduire d'autres. Mais pour cela, il leur faut reconquérir ce marché porteur et prometteur
pour le développement de l'île. Cela nous permet justement de démontrer qu'il y a vraiment un enjeu majeur à pouvoir sensibiliser ce paquebot-là, et pas seulement ce paquebot-là, mais aussi à faire des démarches pour pouvoir aussi faire revenir en tout cas les compagnies internationales en termes de paquebots de croisière. Et pour arriver au développement de cette filière touristique, la structuration de celle-ci, mais aussi l'adhésion de l'ensemble de la population, qu'elle soit publique ou privée, est primordiale. La première des choses, c'est faire la promotion de Mayotte, c'est montrer que Mayotte est capable d'accueillir ces croisiéristes-là, mais de manière organisée. Si on arrive à faire en sorte à ce qu'en une journée, que l'économie de l'île puisse bénéficier de ces croisiéristes-là, c'est déjà un très bon point. On appelle à tout un chacun, à l'ensemble de la population. Ça ne va pas être facile dans un premier temps parce qu'il faut donner confiance. Jusqu'à là, la population se dit « Ah oui, mais les croisiéristes ne consomment pas ». Mais il faut se poser la question, parce que chaque produit est adapté à un type de clientèle bien défini. En termes de, par exemple, tout ce qui est cadeaux-souvenirs, les croisiéristes ne vont pas acheter des draps, ils vont acheter des souvenirs faciles à porter. Il faut savoir qu'ils ne viennent pas qu'à Mayotte, mais ils vont s'arrêter ailleurs. Et cette fois, à cause de l'épidémie de peste qui sévit sur la grande île, les croisiéristes ne passeront pas par Madagascar. Les artisans et les transformateurs mahorais auront la possibilité de mettre en avant leurs produits sans concurrence, notamment comme ce sera le cas dans la commune de Bandrélé, qui organise des journées portes ouvertes. Ce qui est sûr, c'est que ces croisières constituent une occasion de faire la promotion des produits locaux, tout en profitant du pouvoir d'achat des croisiéristes. Un marché à ne pas négliger. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Pas de météo ce soir, mais une grande pensée de la part de toute l'équipe de Kwezi pour notre collègue et amie Alexandra Marouane. On l'embrasse très fort et on espère son retour très vite. L'information revient demain à 6 h avec votre émission, la matinale de Kwezi. Rendez-vous à 19 h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée et à demain si vous le voulez bien.